Les dragons, ces créatures titanesques qui crachent du feu, ont terrorisé nos ancêtres pendant des millénaires. Mais attendez une seconde, comment est-ce possible que des civilisations complètement isolées les unes des autres, séparées par des océans entiers, aient toutes imaginé la même créature? Un reptile géant, ailé, intelligent, souvent gardien de trésors. C'est quand même bizarre, non? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire fascinante des dragons, depuis leur origine mystérieuse jusqu'à leur domination actuelle dans nos jeux vidéo et nos livres préférés. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Commençons par le début. D'où viennent les dragons? Eh bien, personne ne le sait vraiment avec certitude. Mais voilà ce qui est fou, les dragons apparaissent dans presque toutes les cultures anciennes du monde. En Chine, en Europe, au Moyen-Orient, même en Amérique du Sud. Des chercheurs ont récemment utilisé des outils statistiques pour analyser les mythes de dragons à travers le monde et ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Il semblerait que le concept du dragon soit né en Afrique il y a très longtemps. On parle potentiellement du Paléolithique supérieur. Ensuite, l'idée aurait migré avec les humains vers l'Asie du Sud-Est, puis l'Australie, l'Amérique et finalement l'Europe. Le proto-dragon, tel qu'il a pu être reconstruit par ces analyses, était en partie serpent. Il gardait les sources d'eau et les points d'eau, pouvait voler et apparaissait quand la pluie et le soleil se rencontraient. Il possédait des écailles, des cornes et même une pilosité humaine. Oui, vous avez bien entendu, des poils. Imaginez ça une seconde. Mais pourquoi les humains ont-ils inventé des dragons? Il existe plusieurs théories. Certains pensent que nos ancêtres sont tombés sur des fossiles de dinosaures et les ont mal interprétés. Un squelette de stégosaure, par exemple, avec ses plaques osseuses et ses pics défensifs, pourrait facilement ressembler à un dragon pour quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de paléontologie. En Chine, au IVe siècle avant Jésus-Christ, un historien nommé Chanku a d'ailleurs identifié un fossile comme étant celui d'un dragon. D'autres chercheurs proposent une explication plus fascinante. L'anthropologue David Jones suggère que la peur des dragons est ancrée dans notre cerveau par l'évolution. Pensez-y, nos ancêtres primates devaient craindre les grands prédateurs. Les serpents géants comme les pythons, les grands félins, les oiseaux de proie, les crocodiles. Le dragon serait donc une combinaison de toutes ces menaces ancestrales, une sorte de super prédateur imaginaire qui concentre toutes nos peurs primordiales. C'est pour ça que même les enfants d'aujourd'hui, qui n'ont jamais vu de python dans la nature, ressentent une certaine appréhension face aux serpents. Il y a aussi des explications plus terre à terre. Les crocodiles du Nil, qui pouvaient atteindre 6 mètres de long dans l'Antiquité, ont peut-être nagé jusqu'en Méditerranée et inspiré les légendes européennes. En Australie, les varans géants appelés goannas, avec leurs dents acérées et leurs griffes redoutables, occupent une place importante dans le folklore aborigène. Et tenez-vous bien, des études récentes que ces lézards produisent du venin. Maintenant, parlons des différences culturelles, parce que tous les dragons ne se ressemblent pas. En fait, il existe deux grandes traditions de dragons qui sont radicalement opposées. En Europe et au Moyen-Orient, les dragons sont essentiellement des forces du mal. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Apépi, qu'on connaît aussi sous le nom d'Apophis, était un grand serpent représentant le monde des ténèbres. Dans la tradition chrétienne, le dragon devient carrément le symbole de Satan, la bête de l'Apocalypse. Saint Georges, terrassant le dragon, est devenu l'une des images les plus emblématiques du christianisme. Cette histoire, d'ailleurs, trouve ses racines dans la mythologie égyptienne et a voyagé à travers les siècles jusqu'en Europe via l'Empire romain. Les dragons européens du Moyen-Âge sont généralement décrits avec des ailes, une queue barbelée et crachant du feu. Ils sont avides, violents et gardent jalousement des trésors. Dans l'épopée de Beowulf, écrite vers l'an 1000, le héros affronte un dragon qui dort sur un trésor. Dans le Nibelungenlied, l'épopée germanique écrite vers 1200, le héros Siegfried tue un dragon qui garde de l'or et se baigne dans son sang pour devenir invincible. On retrouve cette même idée que le dragon est un adversaire redoutable qu'il faut vaincre pour prouver son courage. Mais en Asie, c'est une toute autre histoire. Les dragons chinois, appelés Lung, sont des créatures bénéfiques. Elles représentent le yang, le principe du ciel, de l'activité et de la masculinité dans la cosmologie chinoise. Loin d'être des monstres à abattre, les dragons asiatiques sont associés à la bonne fortune et symbolisent des pouvoirs auspicieux. Ils accompagnent les dieux et les demi-dieux comme monture personnelle. Les empereurs chinois utilisaient même le symbole du dragon pour projeter leur force impériale. Ce n'est pas pour rien que le dragon ornait le drapeau chinois jusqu'en 1911. Les premières représentations draconiennes en Chine datent de la culture Xinglonghua entre 6200 et 5400 avant Jésus-Christ. C'est vraiment ancien. Et contrairement à leur homologue européen, les dragons asiatiques sont généralement sans ailes. Ils sont plus fins, plus aériens, plus élégants.
Ils ne crachent pas de feu, mais possèdent des capacités magiques liées aux éléments naturels, particulièrement l'eau et la pluie. Au Japon, le dragon est devenu le Ryu ou Tatsu, capable de changer de taille à volonté au point de devenir invisible. En Corée, les dragons sont représentés avec de longues barbes et portent parfois un orbe géant appelé Yeowiju. La mythologie coréenne décrit même les dragons comme évoluant à partir de proto-dragons serpentiformes appelés Imuji. Ceux-ci aspiraient à devenir de véritables dragons en attrapant le Yeowiju tombé du ciel. Mais les dragons ne sont pas qu'européens ou asiatiques. En Mésoamérique, les Mayas yucatèques vénéraient Kukulkan, une divinité serpent dont les origines remontent à la période classique. Les Aztèques adoraient Quetzalcoatl, dont le nom en nahuatl signifie serpent précieux ou serpent à plumes de Quetzal. Dans la mythologie des civilisations andines d'Amérique du Sud, la Maroca ou Qatari est un serpent ou dragon mythique à 2 têtes qui habite sous terre, au fond des lacs et des rivières. Et voilà où ça devient vraiment intéressant pour nous les geeks modernes. Les dragons n'ont jamais vraiment disparu, ils se sont transformés. Si je vous dis Smaug, vous pensez immédiatement au Hobbit de Tolkien. Ce dragon égoïste et rusé, qui dort sur un trésor volé depuis 150 ans, est devenu l'archétype du dragon de la fantasy moderne. Tolkien, qui a traduit Beowulf, a puisé directement dans les mythes médiévaux pour créer son univers. Smaug possède toutes les caractéristiques du dragon européen classique. L'avarice, l'intelligence, la capacité de parler et surtout, cette arrogance suprême qui le rend si mémorable. Il passe son temps à se vanter de son invincibilité tout en cherchant désespérément la faille dans son armure d'écaille. Le travail de Tolkien a complètement révolutionné la façon dont nous voyons les dragons dans la littérature. Avant lui, les dragons étaient principalement de créatures de folklore. Après lui, ils sont devenus des personnages complexes avec des motivations, des personnalités et parfois même de la sympathie. Regardez Game of Thrones, les dragons de George R. Martin sont des armes de destruction massive. Drogon, Rhaegal et Viserion ne sont pas de gentils compagnons. Ce sont des instruments de pouvoir terrifiants qui peuvent réduire des armées entières en cendres. Martin lui-même a été convaincu d'ajouter des dragons à son premier livre par l'écrivaine Phyllis Eisenstein et il lui a même dédié A Storm of Swords. Les dragons de Westeros sont une histoire riche. Ils ont été domestiqués par l'ancienne Valyria, presque éteints après une catastrophe volcanique, puis utilisés par la dynastie Targaryen pour conquérir tout un continent. Pendant des siècles, ils ont disparu, considérés comme éteints, jusqu'à ce que Daenerys Targaryen les fasse éclore dans un rituel de sang et de feu. Les dragons de Martin ont une particularité. Ils grandissent continuellement tant qu'ils ont de l'espace et de la nourriture. Balerion, le plus grand dragon de l'histoire de Westeros, était si énorme qu'il pouvait avaler un mammouth entier. Ces créatures ne sont pas seulement des monstres, elles représentent le pouvoir absolu et la capacité de changer le cours de l'histoire. Dans la littérature, les dragons ont pris toutes les formes imaginables. Anne McCaffrey a créé les Dragon Riders of Pern dans les années 60. Une série de science-fiction où les dragons ont été génétiquement modifiés par les humains pour combattre une espèce de champignon spatial. C'est la première femme à avoir à la fois remporté un prix Hugo et un prix Nebula. Et ces dragons sont des créatures avec lesquelles les humains forment des liens télépathiques profonds. Naomi Novik a écrit Téméraire, une série qui réimagine les guerres napoléoniennes avec des dragons. Un capitaine de la marine britannique se retrouve lié à un dragon intelligent et cultivé, et leur relation devient le cœur de l'histoire. Ursula K. Le Guin a créé dans Earthsea des dragons qui parlent la langue de la création et sont pratiquement des demi-dieux. Dans ce livre, les dragons et les humains partagent une même ascendance commune, et certaines femmes rares peuvent se transformer en dragons. Et puis, il y a le phénomène récent de la romantésie. Fourth Wing de Rebecca Yarros a explosé sur BookTok, avec une héroïne qui forme un lien avec un dragon rebelle dans une académie militaire mortelle. Ces histoires mélangent romance, danger et dragons dans des proportions qui rendent les lecteurs complètement accros. Alors avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu sur la mythologie, les légendes et la culture geek, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de vidéos. Maintenant parlons jeux vidéo, puisque c'est là que les dragons sont vraiment devenus des superstars du divertissement moderne. Donjons et Dragons a tout changé. Ce jeu de rôle sur table, créé en 1974, a littéralement le mot dragon dans son titre, et pour une bonne raison. Le manuel des monstres de D&D contient des dizaines de variétés de dragons, chacun avec sa personnalité, ses pouvoirs et son aliment moral. Il y a des dragons métalliques bons, comme les dragons d'or et d'argent, et les dragons chromatiques maléfiques, comme les dragons rouges et verts. Ces créatures sont devenues le standard pour toute la fantaisie moderne. Dans D&D, les dragons sont des adversaires ultimes. Affronter un dragon ancien est le genre de défi qui définit une campagne entière.
Ces créatures sont incroyablement intelligentes, possèdent de puissantes capacités magiques et ont des trésors qui font rêver. Un dragon rouge adulte peut raser une ville entière avec son souffle de feu, tout en discutant philosophie avec les aventuriers assez courageux pour lui tenir tête. Le succès de D&D a inspiré d'innombrables jeux vidéo. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape Torment et tous ces jeux RPG classiques puisent directement dans l'univers de Donjons et Dragons et présentent des dragons comme des rencontres mémorables. Mais c'est Skyrim qui a vraiment popularisé les dragons auprès d'une génération entière de joueurs. The Elder Scrolls V Skyrim, sorti en 2011, vous met dans la peau d'un Dovahkiin, le Dragonborn, un héros qui possède l'âme d'un dragon dans un corps mortel. Les dragons de Skyrim ne sont pas de simples boss. Ce sont des ennemis dynamiques qui peuvent apparaître n'importe où dans le monde ouvert. Vous pouvez être tranquillement en train de cueillir des fleurs dans les montagnes quand soudain, un cri déchire le ciel et un dragon fond sur vous. Ces dragons sont variés. Il y a le simple dragon brun qui ne crache que du feu ou du gel, jusqu'au dragon légendaire qui maîtrise les cris draconiques dévastateurs. Alduin, le dragon antagoniste principal, est littéralement un dieu dragon qui veut dévorer le monde. Ce qui rend Skyrim spécial, c'est que vous pouvez apprendre le langage des dragons, utiliser leurs cris comme arme et même chevaucher certains dragons après avoir maîtrisé le cri Bandwill. Les dragons de Skyrim ressemblent davantage à des wyverns européennes, avec seulement 2 pattes arrière et des ailes qui servent de pattes avant. Ils sont extrêmement intelligents et ont une affinité naturelle pour la magie. Dans le lore du jeu, ils ont autrefois été vénérés comme des dieux par les anciens nordiques et des temples entiers leur étaient dédiés. D'autres jeux ont exploré différentes facettes des dragons. Dans Dragon Age, les dragons sont des apex prédateurs qui dominent la chaîne alimentaire. Le nom même du jeu vient du fait que des dragons sont réapparus après avoir été considérés comme éteints. Ces créatures sont massives, territoriales et incroyablement dangereuses. Dans Monster Hunter, les dragons ne sont qu'une catégorie parmi d'innombrables monstres à chasser. Rathalos, le roi des cieux, est devenu une icône de la franchise avec son design de wyvern rouge cracheur de feu. La série Monster Hunter traite les dragons comme des animaux dans un écosystème complexe plutôt que comme des créatures purement magiques. World of Warcraft a introduit les aspects draconiques. Des dragons proto-divins qui protègent différents aspects de la réalité. Alexstrasza, la lieuse de vie, Isara la rêveuse, Neltarion qui est devenu Deathwing, le destructeur. Ces dragons peuvent prendre forme humaine et ont des histoires qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années. Et puis il y a des jeux comme How to Train Your Dragon qui ont complètement inversé le script. Au lieu de tuer des dragons, vous vous liez d'amitié avec eux. Croque-Mou, le dragon Night Fury, est devenu l'un des compagnons animaux les plus aimés du cinéma d'animation moderne. Cette approche a ouvert la voie à une nouvelle génération d'histoires où les dragons ne sont plus des monstres à vaincre, mais des alliés, des amis, voire des membres de la famille. Dragon's Dogma propose un combat contre des dragons qui se sent vraiment épique. Vous pouvez grimper sur ces créatures colossales pendant qu'elles volent, vous accrocher à leur aile et les frapper jusqu'à ce qu'elles s'écrasent. C'est viscéral, c'est intense, et ça capture vraiment la sensation de combattre quelque chose de bien plus grand et plus puissant que vous. Des jeux plus récents continuent d'innover. Dans Elden Ring de From Software, les dragons anciens sont des êtres quasi divins dont les écailles sont faites de pierre. Greyol, un dragon ancien, est si massif qu'il ne peut même plus bouger et reste simplement couché pendant que ses descendants le défendent. C'est une vision tragique et mélancolique de ce que deviennent les créatures immortelles après des éons d'existence. Même des jeux comme Palworld, sortis récemment, incluent des créatures ressemblant à des dragons que vous pouvez capturer, entraîner et même chevaucher en combat. L'évolution constante de la représentation des dragons dans les jeux vidéo montre à quel point ces créatures restent pertinentes et fascinantes pour les joueurs. Ce qui est remarquable, c'est que malgré toutes ces variations, certains éléments restent constants. Les dragons sont presque toujours des créatures de pouvoir immenses. Ils représentent souvent des défis suprêmes que seuls les héros les plus courageux peuvent affronter. Leur intelligence les distingue des simples monstres. Un dragon qui ne peut pas parler ou raisonner n'est qu'un gros lézard dangereux. Mais un dragon qui peut négocier, menacer, manipuler ou philosopher, c'est là que la magie opère vraiment. Les dragons symbolisent aussi souvent quelque chose de plus grand. Dans les mythes anciens, ils incarnaient les forces de la nature que l'humanité ne pouvait pas contrôler. Les tempêtes, les inondations, les incendies. Dans la fantasy moderne, ils représentent le pouvoir absolu et la responsabilité qui vient avec. Posséder un dragon dans Game of Thrones signifie avoir la capacité de changer le monde, en bien ou en mal. Il y a aussi cet aspect de la relation humain-dragon qui fascine. Que ce soit Eragon et Saphira dans l'Inheritance Cycle, Ikup et Croque-Mou dans How to Train Your Dragon, ou le Dragonborn et Parturnax dans Skyrim. Ces liens transcendent la simple alliance.
C'est une connexion qui change fondamentalement les deux parties. Le dragon apporte la puissance et la sagesse de siècles d'existence. L'humain apporte l'empathie, la détermination et parfois la folie nécessaire pour accomplir l'impossible. Regardez comment les dragons ont évolué dans notre culture populaire. Dans les années 50 et 60, c'était encore principalement des méchants dans les films de fantasy de série B. Dans les années 90, grâce à des auteurs comme Tolkien, dont l'influence est finalement étendue massivement, ils sont devenus plus nuancés. Les années 2000 et 2010 ont vu l'explosion de Game of Thrones et de Skyrim, qui ont placé les dragons au centre de récits épiques. Aujourd'hui, en 2025, les dragons sont partout. Dans les livres, les jeux, les séries, les films, même dans les genres qu'on n'aurait jamais imaginés comme la romance. BookTok a créé tout un sous-genre appelé Dragon Rider Romance, où l'intrigue romantique se déroule dans des académies de dressage de dragons. C'est sauvage à quel point cette idée a capturé l'imagination des lecteurs. Fourth Wing de Rebecca Yarros a dominé les listes de best-sellers pendant des mois, prouvant que l'appétit du public pour des histoires de dragons n'a jamais été aussi fort. Ce qui rend les dragons éternellement fascinants, je pense, c'est qu'ils incarnent quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. La peur de l'inconnu, le désir de pouvoir, la tension entre la destruction et la création. Un dragon peut réduire un royaume en cendres ou le protéger pendant des siècles. Cette dualité résonne avec nous parce qu'elle reflète nos propres contradictions. Les dragons nous rappellent aussi une époque où le monde était plus vaste et plus mystérieux. Quand les cartes portaient encore l'inscription Hic sunt dracones, ici vivent des dragons, et ce pour marquer les territoires inexplorés. Dans un monde moderne où presque chaque centimètre carré de la planète a été cartographié par satellite, les dragons représentent cette part de mystère et de danger que nous avons perdue. Ils incarnent l'aventure pure. C'est peut-être pour ça qu'ils continuent à captiver notre imagination génération après génération. Peu importe combien de fois nous racontons leur histoire, peu importe combien de variations nous créons, les dragons restent des symboles puissants de tout ce qui est plus grand que nous. Plus puissant, plus sage, plus dangereux, plus magnifique. Des grottes obscures de Beowulf aux académies célestes de Fourth Wing, des montagnes de Skyrim aux terres brûlées de Westeros, les dragons ont parcouru un long chemin. Mais ils restent fondamentalement les mêmes créatures qui ont hanté les rêves et les cauchemars de nos ancêtres il y a des milliers d'années. Alors voilà, histoire de dragons, depuis leurs origines mystérieuses dans les mythes africains jusqu'à leur domination totale de notre culture pop moderne. Ces dragons ont survécu à travers les âges, s'adaptant à chaque nouvelle culture, chaque nouvelle technologie, chaque nouvelle génération de conteurs. Et franchement, je ne pense pas qu'elles disparaîtront de sitôt. Alors qu'est-ce qui vous fascine le plus chez les dragons? Est-ce les majestueux dragons asiatiques ou les féroces wyverns européennes? Quel est votre dragon préféré en littérature ou en jeux vidéo? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.